encore une fois, l'impuissance acquise touche beaucoup de scénarios. Dans la dépression, il y a des formes d'impuissance acquise. C'est à chaque fois que vous pensez et que vous vous limitez vous-même dans une action à cause d'une fausse croyance, d'une fausse perception, où vous sous-estimez les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Donc ça, c'est le premier facteur, l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est souvent très difficile pour la personne qui est impuissante. Donc ça, c'est quand on sous-estime notre locus de contrôle interne et qu'on surestime notre locus de contrôle externe. Le deuxième point qui découle du locus de contrôle, c'est quand on surestime notre locus de contrôle interne, qu'on sous-estime notre locus de contrôle externe. Et si l'impuissance acquise, c'est quelque chose qui est difficile pour la personne, l'illusion de connaissance, c'est quelque chose qui fait souffrir l'entourage de la personne. Donc la personne qui est en illusion de connaissance, elle le vit relativement bien, mais c'est les personnes autour qui en souffrent. Et du coup, l'illusion de connaissance, c'est quoi? C'est quand on va surestimer drastiquement notre connaissance à partir de très peu de connaissances. Donc sur ce graphe, vous avez la connaissance, et ici la confiance. Et si vous remarquez, à partir de très peu de connaissances, on a un facteur de confiance très élevé. On appelle ça affectueusement le sommet du mont stupide. Parce qu'au final, vraiment, non, vraiment, c'est quoi être stupide? Être stupide, pour moi, c'est avoir un énorme décalage entre ce que je crois que je sais et ce que je sais vraiment. Parce que si je sais que je ne sais pas, je suis pas vraiment stupide, je peux apprendre. Et l'apprentissage suit souvent cette courbe. À partir de très peu d'informations, bim, on a un facteur de confiance très important. On surestime énormément notre locus de contrôle, mais pas d'action dans ce cas-là, mais de connaissance. Et si je continue à apprendre, je commence à prendre conscience que merde, je ne sais rien, on se retrouve dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir. Et là, on commence à vraiment apprendre. Et ça cause un problème, c'est que des gens qui savent plus que les autres, eux doutent d'eux-mêmes et eux sont sûrs. Ceux qui ne savent pas sont sûrs d'eux, et ceux qui savent doutent. Et la société aujourd'hui, malheureusement, est une sorte de fabrique d'illusions de connaissances. Vous avez des conférences TED, des petites vidéos, des astuces, pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez apprendre la physique quantique en 5 minutes, l'intelligence artificielle, l'homéopathie, les vaccins, les neurosciences, la créativité, le leadership, la situation politique au Venezuela, la situation politique en Syrie. Tout, il y a des résumés en 5-10 minutes pour comprendre des sujets hyper complexes. Et donc on se retrouve à avoir tous des avis, on est hyper confiant en notre opinion, et notre opinion est basée sur rien. Et donc imaginez ça couplé à l'impuissance acquise, ou ça couplé à la vallée du désespoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très compétents dont on ne profite pas du tout, parce qu'ils n'osent pas se mettre en avant, et les gens qui se mettent le plus en avant sont souvent qui ne se connaissent pas vraiment sur le sujet sur lequel ils s'avancent. Et donc on se retrouve dans ce monde où on n'est plus du tout dans un problème d'ignorance, mais on est dans un problème d'illusion de connaissance. Parce que quand vous êtes en illusion de connaissance, vous n'avez aucune motivation de continuer à apprendre. Vous êtes convaincu que vous savez. Et on est vraiment dans une sorte de fabrique d'illusion de connaissance, parce qu'on a donné l'illusion à tout le monde qu'on peut tout comprendre très vite. Et ça, c'est pas vrai. Et si, quand je fais des confs, je mets beaucoup de notions, je ne sais pas si vous le remarquez, c'est parce que j'ai une peur bleue qu'à la fin de la conférence, vous ayez l'impression d'avoir tout compris. J'ai peur de laisser les gens en un sommet d'illusion de connaissance. Je veux que soit que vous vous dites ah, c'est compliqué, soit que vous soyez dans le vallée du désespoir. Je suis psychologue, donc, donc ça me va. Et du coup, pour récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce qu'on va passer maintenant à une autre section, il y a encore deux sections, pour ceux qui s'ennuient, je suis désolé. Euh, on a vu dans la première partie qu'on recrée le monde, on le stabilise dans son ambiguïté basée souvent sur nos a priori, puis on se raconte une histoire pour lui donner de la cohérence, et après on prend une décision. Ces décisions sont souvent approximatives. Ces approximations sont impactées par plusieurs facteurs. On a vu aujourd'hui le stress, le raisonnement motivé, nos habitudes, puis deux facteurs qui découlent d'un principe qu'on appelle le locus de contrôle, qui sont l'impuissance acquise, qui impacte beaucoup la personne et qui la limite dans ses capacités, et l'illusion de connaissance, où une personne surévalue énormément ses capacités. Il y a un dernier facteur dont on ne va pas parler, mais qui est très important, qui s'appelle la dissonance cognitive. Ça me prendrait 2 heures à l'expliquer, donc je préfère ne pas en parler, mais c'est juste que vous sachiez qu'il existe. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, le Dunning-Kruger, c'est l'illusion de connaissance, c'est la même chose. C'est le même concept. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Euh, pour faire ça, par exemple, si moi j'ai un raisonnement motivé, je vais réorganiser la réalité, j'ai besoin de pouvoir le faire. Pour le faire, on utilise des raccourcis, donc des heuristiques qui fonctionnent un peu moins bien, et on appelle ces raccourcis les biais cognitifs. Les biais cognitifs, par exemple, ça c'est un graphique qui montre tous les biais cognitifs qu'on a évalués jusqu'à maintenant. Il y en a plein, mais ils se regroupent en famille. Ils sont dus à plusieurs choses. Par exemple, on ne peut pas se souvenir de tout,
donc on utilise des biais pour pallier nos manques de mémoire. Des fois, on doit agir très vite, comme pour le stress, donc je vais surréagir sans vraiment savoir. Pourquoi? Trop d'informations, donc j'ai besoin de simplifier. Les catégorisations, par exemple, des discriminations, c'est souvent dû à ça. Et donner un sens, et donc on fait cela. Il y en a plein, on va voir quelques-uns, parce qu'on ne peut pas les voir tous, mais je vous invite à le voir. Et les biais cognitifs viennent d'un cadre théorique aussi. Au début, on pensait qu'on était des êtres rationnels. On appelait ça Homo economicus, qu'on pèse les pour et les contre et on choisit ce qui est mieux pour nous. Dans les années 50, un chercheur du nom de Herbert Simon a dit non, non, on a une rationalité qui est limitée. Et finalement, deux chercheurs, Kahneman et Tversky, ont dit qu'en fait, on était irrationnel, mais pas seulement irrationnel, qu'on était prédictiblement irrationnel. On peut prédire notre irrationalité. Avant de parler des différents biais, donc ça c'est des exemples de biais, les normes sociales, les biais d'optimisme, l'aversion à la perte, on va en voir certains. Avant de parler des biais, je vais juste vous expliquer qu'il y a deux types quelque part de biais et je vais les illustrer par une illusion d'optique. Si vous regardez ces deux carrés, quel carré est plus sombre et quel carré est plus clair? Celui du bas est plus clair et celui du haut est plus sombre. Mais en fait ils sont de la même couleur, il suffit juste que je cache le milieu. Vous allez voir, c'est presque instantané. Là, je ne suis pas en train de changer l'image, je suis juste en train de rajouter quelque chose. Mais ça, cette image, je vous la montre parce qu'elle met en évidence quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est ce qu'on appelle des effets qui sont non collapsibles. C'est-à-dire, maintenant, vous savez qu'ils sont de la même couleur. Mais le savoir ne vous sert à rien. Vous devez à chaque fois vous rappeler qu'en fait, mes yeux sont en train de me tromper. Et c'est la même chose pour certains biais cognitifs. Vous pouvez apprendre les biais cognitifs, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en commettre. Vous allez tomber dedans, il faut avoir une sorte de posture correctrice où je ne me crois pas, je ralentis et je corrige. Ça, c'est des effets non collapsibles, donc qui ne s'effondrent pas même quand je sais c'est quoi. Et d'autres effets sont collapsibles. Une fois que je sais, je ne tombe plus dans le piège. La prochaine diapo, il va y avoir deux images intercalées par une image grise, et il y a juste un seul truc qui change entre les deux images. Je veux que si vous le trouvez, vous juste vous levez la main pour donner la chance aux autres de trouver. Donc ne dites pas c'est quoi, mais juste essayez de le trouver. Et quand vous le trouvez, vous n'allez pas comprendre pourquoi pas tout le monde est capable de le voir. Il y a quelque chose qui change entre ces deux images. Quand vous le trouvez, vous levez la main. Et plus il va y avoir des mains qui sont levées, plus les autres vont stresser, moins vous allez avoir de chances de la trouver parce que vous serez en fight et flight, et donc votre capacité attentionnelle va être réduite parce que vous allez vouloir courir et vous enfuir du terrain. Voilà. Ouais, entre les deux images, en fait, il y a un élément qui change. Et ceux qui ont trouvé ont du mal à comprendre, tellement c'est évident pourquoi on ne le trouve pas. Et là, je vous mets encore plus la pression. Vraiment, vous ne le trouvez pas? La honte? Je vais vous dire c'est quoi? Je vous dis c'est quoi? Quelqu'un peut dire de ceux qui ont levé la main? Parce que des fois, des gens lèvent la main par pression, et après, je leur dis c'est quoi? Ils sont. Est-ce que quelqu'un, ouais? Ouais, là-bas, la rambarde monte et descend. Et ça, une fois que vous l'avez vu, si je vous remonte cette image dans une semaine, c'est bon. C'est comme si vous êtes immunisé. Vous allez la voir à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez vu? Ah ouais, mais c'est vrai en plus. Bravo. J'ai montré cette diapo à, je sais pas, plus que, je sais pas, des 1000, 2000, 3000, je sais pas combien de personnes. Personne n'a jamais vu ça. Voilà. Et donc ça, c'est des effets collapsibles. Une fois qu'on les apprend, c'est bon. Et donc maintenant, on va voir certains biais cognitifs. Mais juste pour que vous sachiez qu'il suffit pas. Genre moi, ça fait maintenant, je sais pas, une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets. J'ai autant de biais que vous. C'est juste que moi, je me fais moins confiance. Moi, j'ai pas confiance en mes opinions. Quand j'ai une opinion, en général, j'appelle Camille ou Camille, je leur dis est-ce que j'ai raison ou pas. On s'utilise en fait comme un groupe pour essayer d'être les garde-fous les uns des autres. Par exemple, ça s'appelle un biais de cadrage. C'est utilisé très souvent en marketing. D'ailleurs, la majorité des biais sont utilisés en marketing. Par exemple, vous mettez dans un cinéma un popcorn à 3 euros, un petit popcorn à 3 euros, un grand popcorn à 7 euros. Et vous allez vous laisser courir cette expérience une semaine et vous allez voir que la majorité des gens achètent le popcorn à 3 euros. Les gens se disent du popcorn à 7 euros, c'est de l'arnaque, on nous prend pour des cons. Genre, je vais acheter de 3 euros. Dans la deuxième semaine, vous ne touchez pas à la taille du popcorn ni à son prix. Vous ne touchez pas à la taille du popcorn ni à son prix. Mais vous introduisez un popcorn moyen à 6,50. Oh. Ça va? Je suis secouriste. Si c'est elle, c'est pas grave. Je la connais. Elle a rien. C'est pas très important.
Elle est tombée dans les escaliers. Mais c'est ma pote, donc on peut s'en foutre. Donc, vous introduisez un popcorn moyen à 6,50. Et là, soudainement, la majorité des gens commencent à acheter le popcorn à 7 euros. Ils se disent, le petit popcorn, c'est pour les nuls. Vous n'avez pas honte d'acheter le petit popcorn. Si je vais prendre le moyen à 6,50, autant payer 50 centimes en plus et acheter le grand. On appelle ça un biais de cadrage. On n'évalue pas l'information objectivement, mais sur comment on la cadre. D'ailleurs, ces biais de cadrage ont souvent été utilisés en supermarché et il y a eu une loi qui est sortie pour protéger le consommateur où maintenant, vous avez le prix au kilo, sous le prix de tous les produits. Parce qu'il y avait des marques qui s'amusaient à mettre par exemple format familial, et le format familial au kilo était plus cher que le format pas familial. Ou par exemple les boîtes de céréales, eux c'est des champions. Ils ont commencé par la boîte qui fait cette taille et qui a 500 grammes par exemple à 4 euros. 2 mois plus tard, la boîte ne change pas, le prix ne change pas, mais il passe à 450 grammes. 2 mois plus tard, la boîte ne change pas, le prix ne change pas, il passe à 400 grammes, 350 grammes, tout ça. Les sacs de chips, vous savez le sac de chips qui est comme ça, vous dites super, j'ai des chips, vous rentrez chez vous, vous ouvrez le sac, et les chips étant tout en bas. Tout ça, c'est du cadrage pour vous donner, pour manipuler un peu ces raccourcis. D'autres biais, par exemple, c'est des biais qui sont liés à la temporalité. Vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez 50 euros tout de suite ou 100 euros dans 2 ans? Ils vous disent 50 euros tout de suite. Puis vous leur demandez, est-ce que vous préférez 50 euros dans 8 ans ou 100 euros dans 10 ans? Et là, ils préfèrent 100 euros dans 10 ans. Dans les deux cas, une attente de 2 ans donne un gain de 50 euros en plus. Mais là, parce que c'est une gratification instantanée, on se dit, je ne sais pas où est-ce que je vais être dans 2 ans, donc je préfère prendre l'argent maintenant. Et là, c'est une gratification dans les deux cas délayée. Et donc, je me dis, j'ai déjà attendu 8 ans, autant attendre 10 ans en plus, 2 ans de plus pour avoir les 50 euros. Des fois, ça peut impacter même des choix éthiques, et ça, c'est quelque chose qui est assez troublant. Par exemple, une épidémie s'est déclenchée dans notre pays, nous devons choisir quelle politique semble la plus raisonnable. Est-ce qu'il vaut mieux sauver 200 personnes des 600 à coup sûr, ou avoir une chance sur 3 de sauver les 600 personnes? Si vous pensez que c'est la même chose, votre cerveau vous raconte une histoire. Lequel vous préférez? Qui préfère l'option A et qui préfère l'option B? Donc l'option A, sauver 200 personnes sur 600. Et l'option B, on veut beaucoup d'indécis. En général, 72% des participants choisissent l'option certaine. 72% des gens préfèrent l'option A. Si on reprend la même expérience et on pose la question différemment, une épidémie s'est déclenchée dans notre pays, nous devons choisir quelle politique semble la plus raisonnable, laisser mourir 400 personnes ou avoir 2 chances sur 3 de voir 600 personnes mourir. Laquelle vous préférez? Qui préfère A? Qui préfère B? C'est pareil que l'exercice d'avant. Mais dans ce cas-là, seulement 22% des gens choisissent A. Donc c'est compliqué, je vais les mettre l'une à côté de l'autre, ça va être plus simple. Donc voilà. Dans la situation